Bonsoir, c'est Esther Grace sur Douce Histoire. Je me réjouis tendrement de vous retrouver ce soir à notre rendez-vous nocturne dans ce petit cocon que vous vous êtes fabriqué juste pour vous. Votre présence fidèle, vos messages si doux que je lis chaque matin, tout cela fait vivre ce petit monde que nous construisons ensemble. Avant de commencer, respirez avec moi. Inspirez le parfum d'un thé chaud qui fume. Expirez les bruits de la journée. Ce soir, je vais vous emmener quelque part où il pleut, un endroit simple, presque ordinaire, où deux personnes vont se croiser sans l'avoir prévu et où la pluie, dehors, va prendre le temps de raconter une histoire à leur place. Dites-moi, en commentaire, d'où vous m'écoutez ce soir. Bonne écoute et que votre nuit soit paisible. Elle s'appelait Léa. Elle avait 34 ans, un petit appartement sous les toits à Lyon, un chat noir qui s'appelait Pablo, et ce soir-là, très exactement, elle n'aurait jamais dû se retrouver à la gare de Dijon à 22h15, avec son sac de voyage posé à ses pieds et une annonce qui crépitait dans les haut-parleurs. Mesdames et messieurs, en raison de fortes intempéries sur la ligne, la circulation des trains est interrompue jusqu'à demain matin. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément. Léa soupira, pas un gros soupir, pas un soupir de colère, juste un soupir un peu las, le soupir d'une femme qui revenait d'un week-end professionnel, qui l'avait fatiguée, qui avait envie de retrouver son canapé, son chat et la petite lampe tamisée de son salon, et qui venait de comprendre, en 3 phrases prononcées par une voix métallique, que tout cela attendrait au moins 12 heures de plus. Dehors, il pleuvait. Une pluie régulière, patiente, qui tombait droit, sans vent, sans orage, cette pluie particulière des soirs de novembre, qui ne cherche pas à impressionner, mais qui a tout son temps. Elle tombait sur le toit vitré de la gare, avec un bruit doux, continu, presque musical, comme si quelqu'un, quelque part, jouait une partition longue, très longue, qui n'allait pas finir de sitôt. Léa releva son col, prit son sac et se dirigea vers le hall. Elle avait 2 options, trouver un hôtel ou rentrer quand même en louant une voiture, en roulant 3h30 sur des routes détrempées. Elle connaissait la réponse. Un hôtel. Le problème, c'est qu'un week-end de novembre à Dijon, avec un congrès international de gastronomie qui venait de s'ouvrir, tous les hôtels du centre étaient complets. Elle le vit tout de suite sur son téléphone. Écran après écran, les mêmes petites lignes rouges. Complet, complet, complet. Elle continua à descendre la liste, patiemment, en marchant vers la sortie de la gare. Les gens autour d'elle faisaient la même chose. Des voyageurs fatigués, des valises à roulettes, des regards qui cherchent, des conversations à voix basse au téléphone avec des conjoints lointains qui ne comprennent pas toujours. Enfin, tout en bas de la page, un nom. Hôtel des Vieilles Pierres, 3 kilomètres du centre, une chambre encore disponible. Elle réserva sans hésiter, appela un taxi et sortit sous l'auvent de la gare pour l'attendre. La pluie, vue de sous l'auvent,
était encore plus belle qu'elle n'en avait l'air depuis l'intérieur. Les lumières oranges des lampadaires se reflétaient dans les flaques qui se formaient sur le parvis. Les pneus des voitures qui passaient faisaient un chointement doux comme des vagues. Quelques personnes, sans parapluie, couraient en riant vers leur voiture. D'autres, comme Léa, attendaient simplement, immobiles, comme si cette pluie méritait qu'on lui consacre quelques minutes d'attention. Léa sortit ses écouteurs puis se ravisa. Elle avait envie d'écouter la pluie. Pas de la musique, pas un podcast, juste la pluie. Pour une fois, cette vieille pluie qu'on oublie d'écouter à force de vivre dans des immeubles bien isolés où elle n'arrive plus jusqu'à nous. Elle ferma les yeux un instant. Le taxi arriva un quart d'heure plus tard. Un homme d'une 50aine d'années, un peu bourru, qui lui sourit quand même gentiment en voyant son sac trempé. « Vous avez eu de la chance d'en trouver un », dit-il en démarrant. « Ce soir, c'est l'enfer. » Léa hocha la tête. La voiture roulait lentement dans les rues de Dijon. Les vitres étaient embuées, les essuie-glaces battaient en rythme, un rythme régulier, hypnotique, qui accompagnait parfaitement le bruit plus large de la pluie sur la carrosserie. Léa regardait par la fenêtre les façades défilées, les réverbères, les vitrines éclairées des boutiques fermées, les terrasses vides des cafés avec leurs chaises retournées sur les tables. Elle n'était pas triste. Elle n'était pas heureuse non plus. Elle était dans cet état particulier, un peu suspendu, que créent parfois les contretemps quand on cesse de leur résister. L'hôtel des Vieilles Pierres se trouvait à la sortie de la ville, dans un quartier résidentiel calme, à côté d'un parc. C'était une ancienne maison bourguignonne reconvertie, avec une façade en pierres jaunes et blanches, des volets bleu foncé, un grand saule pleureur dans la cour et une enseigne discrète qui grinçait doucement sous la pluie. Le taxi s'arrêta devant l'entrée. Léa paya, remercia, descendit. Le chauffeur redémarra. Elle resta quelques secondes sur le gravier mouillé à regarder la façade éclairée par une seule grande fenêtre au rez-de-chaussée, à l'arrière de laquelle on devinait la forme chaude et vague d'un salon. La pluie continuait, régulière, douce. Elle poussa la porte d'entrée. Un carillon tinta, quelque part au fond. L'intérieur sentait le feu de bois, la cire d'abeille et un peu le café. Le sol était un parquet ancien, légèrement grinçant, recouvert par endroits de tapis anciens. À gauche, un petit salon éclairé par une cheminée où brûlaient 2 bûches. À droite, une réception en bois sombre avec une lampe verte à abat-jour. Derrière la réception, personne. Léa posa son sac, sortit son téléphone pour vérifier l'heure, 22h50. Elle attendit. Personne ne vint. Elle fit alors quelques pas dans le couloir, et c'est à ce moment-là qu'elle entendit, venant de la cuisine qu'on devinait un peu plus loin sur la gauche, un bruit qu'elle n'aurait jamais cru entendre dans un hôtel à 23h. Quelqu'un faisait la vaisselle et chantonnait. Léa s'approcha doucement, amusée. La porte de la cuisine était entr'ouverte. À l'intérieur, de dos, un homme d'une 30aine d'années rinçait une tasse dans un grand évier en grès. Il portait un pull gris un peu large, un jean, des chaussettes épaisses
mais pas de chaussures. Ses cheveux bruns étaient un peu en bataille. Il chantonnait, vraiment très doucement, un air que Léa ne reconnut pas tout de suite, mais qui avait cette douceur particulière des chansons qu'on chante pour soi, pas pour être entendu. Elle toqua légèrement sur l'embrasure. Il se retourna, surpris, puis sourit. « Ah, excusez-moi » dit-il en s'essuyant les mains dans un torchon posé sur son épaule. « Je ne vous ai pas entendu entrer. Le carillon marche une fois sur deux. Vous êtes la voyageuse de dernière minute ?» Il avait les yeux noisettes, très doux, avec ces petites ridules qui apparaissent au coin des yeux quand quelqu'un sourit souvent. Il ne correspondait à aucune des images que Léa se faisait. En général, des réceptionnistes d'hôtel. Il sortit de la cuisine, contourna la réception et tapa quelque chose sur l'ordinateur. « Léa Beaumont », dit-il doucement, en lisant l'écran. « Bienvenue. » Elle hocha la tête, lui tendit sa carte d'identité. Pendant qu'il la photocopiait, elle regarda autour d'elle. Ce n'était pas un hôtel comme les autres. C'était plutôt comme une grande maison qui, un jour, aurait décidé d'accueillir des gens de passage. Il y avait des livres partout, dans un grand meuble ancien à côté de la cheminée. Il y avait une plante verte, qu'on voyait bien que quelqu'un arrosait avec attention. Il y avait, au mur, une grande horloge ancienne qui tic-taquait calmement. « Vous tenez cet hôtel tout seul ?» demanda-t-elle. Il leva les yeux et sourit à nouveau. « C'est une longue histoire, dit-il. Mais en résumé, oui, ce soir, tout seul. C'était la maison de mes grands-parents. Ils en avaient fait un hôtel dans les années 60. Mes parents ont pris la suite. Et moi, je l'ai repris il y a 3 ans. Mon associé, Marion, est en vacances cette semaine. Alors ce soir, c'est moi, le concierge, le veilleur de nuit, l'homme à tout faire. » Léa sourit à son tour. « Et vous vous appelez comment, monsieur l'homme à tout faire ?»« Thomas, » répondit-il. « Thomas Lambert. » Il lui donna une clé, une vraie clé, en métal, avec un gros porte-clés en cuir sur lequel était gravé le numéro 7. Il lui expliqua rapidement. « 2e étage, au bout du couloir, fenêtre qui donne sur le parc, petit salon sur le palier si elle voulait lire un livre, salle de bain avec baignoire ancienne. Le petit déjeuner, c'est entre 7 et 10, dans la salle du bas. » Léa hocha la tête à chaque information, mais une partie d'elle écoutait surtout le timbre de sa voix, cette façon qu'il avait de parler sans se presser, comme si chaque mot avait le droit à sa place, comme si le client devant lui n'était pas un client, mais quelqu'un qu'on accueille chez soi. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, » ajouta-t-il, « je suis là toute la nuit, au rez-de-chaussée, dans le petit bureau, derrière la cuisine. Frappez ou appelez le 7 sur le téléphone de la chambre. Ne vous gênez pas. »« Merci, » dit-elle. Elle prit son sac et monta l'escalier en bois ancien, qui grinçait un peu à chaque marche. Au 2e étage, le couloir était éclairé par 2 petites appliques en laiton. Le sol était recouvert d'un long tapis rouge sombre un peu usé, dans lequel ses pas s'enfonçaient silencieusement. Les murs étaient couverts d'un papier peint à motifs de fleurs fanées qui n'avait rien de moderne, mais qui avait ce charme particulier des choses qu'on n'a pas refaites parce qu'elles étaient trop belles pour être changées. Chambre 7. Elle tourna la clé
dans la serrure, poussa la porte. La chambre était simple et belle. Un grand lit à baldaquin sans rideau, recouvert d'un édredon blanc épais. Une armoire ancienne en chêne sur la gauche. Une petite cheminée, réelle, en marbre, avec du bois déjà préparé et une boîte d'allumettes posée à côté. Un bureau en bois sombre, près de la fenêtre. Un fauteuil en velours vert émeraude, un peu fatigué, près du lit. Et surtout, la fenêtre. Une grande fenêtre à petits carreaux, qui donnait directement sur le parc voisin dont on apercevait à peine, dans l'obscurité, les silhouettes noires des grands arbres sous la pluie. Léa posa son sac. Elle ouvrit doucement la fenêtre, juste quelques centimètres, et une bouffée d'air humide et frais entra dans la pièce, amenant avec elle le bruit plus net, plus présent, de la pluie qui tombait sur les feuilles mortes, sur les graviers, sur les toits. Elle respira. 1 heure plus tard, elle avait pris un bain très chaud dans la baignoire à pieds de lion, s'était lavé les cheveux avec un savon qui sentait la lavande, avait enfilé son pyjama le plus doux et s'était installée dans le fauteuil en velours près de la fenêtre, une couverture sur les genoux. Elle avait cru qu'elle allait s'endormir tout de suite, mais elle n'avait pas sommeil. C'était comme si le voyage, la fatigue, le contretemps, la pluie, la lumière tamisée de la chambre, tout cela avait réveillé en elle quelque chose qu'elle ne connaissait pas bien. Une sorte de curiosité tranquille, l'envie, étrange à cette heure, de ne pas être seule, mais sans vraiment vouloir parler non plus. Elle pensa à Thomas, en bas. Elle pensa à ce petit salon près de la cheminée, au rez-de-chaussée. Elle se demanda si elle avait le droit d'y descendre, à minuit passé, en pyjama, avec sa couverture, pour s'y asseoir un peu. Elle se dit que dans un hôtel classique, ça aurait été absurde, mais ici, ça semblait presque naturel. Elle hésita un long moment, et puis elle se leva, enfila un gros pull par-dessus son pyjama, mit des chaussettes chaudes, prit sa couverture et sortit dans le couloir. L'escalier grinça. En bas, la maison était silencieuse. Le feu brûlait toujours dans la cheminée du petit salon, mais plus bas, plus intime. Les bûches avaient rougeoyé, et il ne restait plus que des braises qui tremblaient doucement. Une petite lampe était allumée sur une table basse, à côté d'un livre ouvert qu'on avait posé à l'envers pour ne pas perdre la page. Léa entra dans le salon, sur la pointe des pieds. Elle vit, sur le canapé, une théière en fonte posée sur un dessous de plat et, à côté, une tasse vide. Elle s'assit dans le fauteuil en face du canapé, ramena la couverture sur ses jambes, ferma les yeux et écouta. Le feu qui crépitait, la pluie sur la verrière de la véranda, plus loin, la grande horloge qui tic-taquait dans le couloir. Et quelque part, au fond de la maison, derrière la cuisine, une radio qui parlait très doucement, qu'on entendait à peine. Elle resta ainsi quelques minutes, sans bouger. Et puis, elle sentit une présence. Quelqu'un se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle ouvrit doucement les yeux. Thomas était là, une tasse fumante à la main, et la regardait en souriant sans paraître étonné de la voir. « Je vous dérange ?» demanda-t-elle, un peu gênée. « Non, dit-il,
et il s'avança dans la pièce. J'allais justement me faire un thé. Je me disais que peut-être, puisque vous veniez d'arriver, vous auriez du mal à dormir. Les voyageurs de dernière minute, en général, ne dorment pas tout de suite. Il posa sa tasse sur la table basse, alla chercher une autre tasse dans le buffet, versa doucement le thé de la théière en fonte. « Thé à la verveine et à la bergamote », dit-il. « Je ne vous demande pas si vous aimez, parce que ça endort, c'est le principal. » Elle rit, doucement. Il s'assit sur le canapé, pas trop près, avec cette délicatesse naturelle des gens qui savent prendre de la place sans jamais en prendre trop. Il remit une petite bûche dans la cheminée, le feu reprit. Ils ne parlèrent pas tout de suite. Ils burent leur thé ensemble, en silence, en écoutant la pluie. Léa regardait le feu, les flammes oranges qui léchaient le bois, les petites étincelles qui montaient dans le conduit. Elle se sentait dans une bulle, dans une parenthèse, dans un lieu qui n'existait pas vraiment, qui n'appartenait ni à sa vie ni à la sienne à lui, et qui pour cette raison même semblait plus réel que tous les lieux où elle avait vécu. Au bout d'un moment, c'est elle qui parla la première. Elle lui demanda, doucement, comment il était devenu aubergiste dans la maison de ses grands-parents. Il sourit, posa sa tasse. Il raconta. Il avait été ingénieur pendant 10 ans à Paris. Il avait bien gagné sa vie. Il avait travaillé dans un grand cabinet de conseil sur des projets qu'il ne comprenait pas toujours, pour des clients qu'il ne voyait pas souvent, dans des réunions qui n'en finissaient pas. Un soir de novembre, il y a 4 ans, il rentrait tard du travail, à pied, sous la pluie. Il avait oublié son parapluie au bureau. Il s'était arrêté sous un porche pour attendre que ça se calme. Et il s'était rendu compte, en écoutant la pluie tomber pendant une demi-heure sur les pavés de la rue, qu'il n'avait pas été arrêté ainsi par la pluie depuis 15 ans. Il avait décidé ce soir-là de changer de vie. Il avait mis 1 an à tout arrêter. 1 an à transmettre ses dossiers, à négocier son départ, à préparer sa mère qui ne comprenait pas tout de suite. Et puis il était venu ici. Il avait aidé ses parents à rénover la maison, à la moderniser un peu, sans en enlever l'âme. Ses parents, maintenant, voyageaient. Ils vivaient 6 mois en Bretagne, 6 mois chez eux à Dijon. C'était lui, avec son associé Marion, qui tenait l'hôtel au quotidien. Et voilà, dit-il simplement, je ne regrette rien. Il ajouta, après un silence, enfin, je ne regrette presque rien. Léa le regarda. Elle ne lui demanda pas ce qu'il regrettait. Elle sentait qu'il le dirait peut-être, qu'il le dirait peut-être pas, et que, dans les 2 cas, c'était son affaire. Il reprit, au bout d'un moment. Ce que je regrette parfois, c'est qu'on rencontre moins de gens quand on quitte la ville. Ici, tout est plus lent, plus profond, plus calme, mais on croise moins de regards, on partage moins d'histoires, et j'avais oublié, je crois, combien c'est précieux, quelqu'un qui entre dans une pièce le soir et qui s'assoit en face de vous sans savoir que vous existiez 3 heures avant. Léa sourit, lentement. C'est à son tour à elle de parler. Elle lui raconta sa vie à Lyon, son petit appartement sous les toits, son chat Pablo, son travail dans une maison d'édition où elle s'occupait des beaux livres, des livres de photographie,
des livres d'art qu'on offre à Noël et qu'on ne lit qu'à moitié, mais qu'on garde toujours. Elle lui dit qu'elle aimait son travail, qu'elle aimait sa ville, que tout allait bien en somme, mais qu'elle avait parfois, elle aussi, l'impression d'être dans une pièce de théâtre qu'elle aurait apprise par cœur, où elle connaîtrait toutes les répliques, tous les déplacements, tous les rideaux, et où elle se demandait depuis quelque temps si elle avait choisi le bon rôle. Il l'écouta sans l'interrompre, avec cette qualité d'attention qu'ont les gens qui ont appris, à un moment de leur vie, à écouter vraiment. La pluie, dehors, n'avait pas faibli. Elle tombait toujours, patiente, sur les gouttières, sur les feuilles mortes du parc, sur la grande verrière de la véranda qu'ils apercevaient du salon. C'était devenu, pour eux, sans qu'ils y pensent, une sorte de troisième voix dans la conversation. Une voix qui posait des virgules, qui laissait des silences, qui les accompagnait dans leurs phrases. Thomas se leva pour remettre de l'eau chaude dans la théière. Pendant qu'il était dans la cuisine, Léa ferma les yeux. Elle se dit qu'elle ne s'était pas sentie aussi tranquille depuis très longtemps. Pas heureuse au sens éclatant du mot, mais tranquille, posée comme une pierre qu'on aurait enfin reposée au bon endroit. Quand il revint, il apportait aussi un petit plateau avec 2 tranches de pain d'épices maison et du beurre de micelle. « C'est ma grand-mère qui faisait cette recette », dit-il en posant l'assiette. « Je la garde comme elle me l'a donnée. Un peu plus de miel de sapin que de miel d'acacia, et on laisse reposer 3 jours avant de le couper. » Léa goûta. Elle sourit, ne dit rien. Certains silences valent tous les compliments. Ils parlèrent encore, longtemps, de choses qu'on ne dit pas souvent à un inconnu, mais qu'on peut dire facilement à quelqu'un qu'on ne reverra peut-être pas, de leurs parents, de leurs enfances, des petites joies qu'ils avaient oublié de remarquer, des moments précis, datés, qu'ils gardaient en eux comme des photographies secrètes et qu'ils partagèrent ce soir-là comme on partage un trésor avec quelqu'un qui ne le vendra pas. Léa apprit qu'il avait été très amoureux, une fois, à 26 ans, que ça avait duré 5 ans, que c'était bien fini, depuis longtemps, qu'il n'avait plus ouvert son cœur complètement depuis, non pas par peur, mais par paresse, peut-être, ou par distraction, ou parce qu'il n'avait plus rencontré la même qualité d'évidence. Thomas apprit qu'elle avait vécu pendant 3 ans avec un homme qu'elle pensait épouser, que cette histoire s'était terminée un dimanche matin, sur un quai de gare à Paris, où ils s'étaient dit au revoir en souriant, parce qu'ils avaient compris, tous les 2 en même temps, qu'ils n'étaient pas à la maison de l'autre. Depuis, elle n'avait pas vraiment cherché, pas vraiment fui non plus. L'horloge du couloir sonna 3 coups. Léa sursauta. Elle n'avait pas vu l'heure passer. 3 heures du matin, dit-elle à voix basse, vous devez dormir. Thomas sourit. Je dors peu la nuit, dit-il. C'est mon métier maintenant de rester disponible. Et pour être honnête, je ne voulais pas que cette conversation s'arrête. Léa baissa les yeux un instant. Elle aussi, elle ne voulait pas. Mais elle sentit, à ce moment précis, que ce n'était pas ce qu'il fallait dire. Il y a des soirs où l'on doit, par respect pour la magie elle-même, savoir se lever avant qu'elle ne s'use. Elle se leva. Il se leva aussi. Ils restèrent quelques secondes face à face,
près du feu qui s'éteignait doucement. « Merci, dit-elle, pour le thé, pour le pain d'épices, pour tout. »« Merci à vous, répondit-il, pour être descendu. » Elle lui tendit la main doucement, il la prit, la garda un instant dans la sienne. Elle était chaude, un peu callieuse, une main qui travaillait. Puis, il la lâcha. « Bonne nuit, Léa. »« Bonne nuit, Thomas. » Elle remonta les 2 étages, dans le silence de la maison. L'escalier grinça, mais plus doucement cette fois, comme s'il savait qu'on ne parle pas fort à 3 heures du matin. Elle entra dans sa chambre, referma la porte, s'assit un moment sur le bord du lit sans bouger. Elle n'avait pas sommeil. Et pourtant elle se glissa sous l'édredon blanc, posa sa tête sur l'oreiller et écouta la pluie qui continuait de tomber derrière la fenêtre. Elle pensa qu'elle venait de passer la plus belle soirée qu'elle ait passée depuis des années. Et qu'elle n'en parlerait probablement à personne. Le lendemain matin, elle dormit plus longtemps qu'elle ne l'aurait pensé. Quand elle ouvrit les yeux, la lumière grise et douce de novembre entrait par la fenêtre. La pluie avait cessé, mais tout était encore mouillé. Les arbres du parc gouttaient lentement. L'air, même à travers les vitres, avait cette odeur particulière des lendemains de pluie, lavée, végétale, enfantine. Elle regarda l'heure, 9h moins le quart. Elle se leva, s'habilla, refit rapidement son sac et descendit. Dans la salle du petit déjeuner, il n'y avait qu'elle. Les autres clients étaient déjà partis ou dormaient encore. Il y avait une belle table, en bois ancien, avec une nappe en lin blanc, une corbeille de viennoiserie, une grande théière, une cruche de jus d'orange, du fromage blanc fermier, du miel, de la confiture. Thomas était là. Il ne faisait pas semblant d'être occupé. Il était simplement là, assis à une petite table contre le mur, un café à la main, qui lisait le journal. Il leva les yeux en la voyant arriver et sourit. « Bonjour, dit-il. »« Bonjour, répondit-elle. Il ne l'accapara pas. Il la laissa s'installer seule, à la grande table, et alla chercher ce dont elle avait besoin, thé vert, pain au chocolat, jus d'orange frais. Il posa tout cela devant elle simplement, sans bavarder, comme quelqu'un qui comprend qu'à 9h du matin, après une soirée comme la précédente, les gens n'ont pas forcément envie de reparler tout de suite. Elle lui en fut reconnaissante. Elle mangea lentement, sans son téléphone, en regardant par la fenêtre les gouttes qui tombaient encore des branches. Au bout d'un moment, il revint. Il s'assit à la table, en face d'elle, sans lui demander la permission parce qu'il savait cette fois qu'il n'avait pas besoin de demander. « Les trains repartent à 11h, dit-il. Vous avez le temps. »« Oui, dit-elle. » Il hésita. Il y a, à côté de l'hôtel, un petit sentier qui traverse le parc et qui rejoint un vieux pont au-dessus d'une rivière. Après la pluie, c'est très beau. Si vous voulez, avant de partir, je peux vous y conduire. 20 minutes aller, 20 minutes retour. Elle le regarda. Elle sentait que ce n'était pas vraiment une invitation à voir le pont. C'était une invitation à prolonger
un tout petit peu une soirée qui n'avait officiellement pas eu lieu. Elle dit oui. Ils sortirent, peu après, bien couverts. Lui avait mis des bottes de caoutchouc, un ciré vert foncé et un bonnet en laine qui lui tombait un peu sur les yeux. Elle portait son manteau de la veille, encore humide par endroits, et avait glissé ses cheveux sous un foulard en soie. Le sentier partait directement du jardin de l'hôtel. Il traversait un petit portillon de bois, puis s'enfonçait entre les arbres nus. Les feuilles mortes, collées au sol par la pluie, formaient un tapis souple et silencieux. L'air sentait la terre, le bois mouillé, la mousse. Ils marchèrent un long moment sans parler. Non pas d'un silence gêné, mais d'un silence choisi, de celui qu'on peut se permettre avec les gens qu'on connaît depuis 20 ans ou avec ceux qu'on connaît depuis 10 heures. Le pont apparut au bout du sentier. C'était un petit pont en pierre ancienne, d'une seule arche, qui enjambait une rivière étroite qui descendait de la forêt. L'eau, gonflée par la pluie de la nuit, coulait vite, brune, avec ses petites écumes blanches qui se forment autour des rochers. Ils s'arrêtèrent au milieu du pont. Ils posèrent leurs mains sur la rambarde, l'une près de l'autre, sans se toucher. « C'est beau, dit-elle. Je viens ici souvent, dit-il, le matin, surtout quand il a plu. » Ils regardèrent l'eau. Un oiseau solitaire, quelque part dans les arbres, lançait un cri fin, régulier. « Léa, dit-il doucement, après un long silence. Oui, je ne sais pas très bien comment dire ça sans que ça sonne maladroit, mais je voulais simplement vous dire que je suis heureux que votre train ait été annulé hier soir. Elle baissa la tête, sourit contre son foulard. Moi aussi, dit-elle. Ils restèrent encore quelques minutes sur le pont. Puis ils repartirent tranquillement, par le même sentier, le parc, la grille, le jardin de l'hôtel. Ils passèrent devant le grand saule pleureur qui secouait doucement ses dernières feuilles. Dans le hall, il alla chercher son sac qu'elle avait laissé derrière la réception. Il commanda un taxi pour la gare. Ils s'assirent, le temps de l'attendre, sur les 2 chaises en bois du hall. Elle le regarda. « Thomas, dit-elle. Oui, est-ce qu'on peut se revoir ? » Il y eut une seconde de silence, une seconde très longue et très courte à la fois, comme toutes les secondes pendant lesquelles on attend une réponse à une question qu'on n'a jamais osé poser depuis des années. Puis il sourit. Ce sourire qu'elle commençait à bien connaître, qui partait des coins des yeux avant d'atteindre la bouche. « Oui, dit-il simplement, on peut se revoir. » Ils échangèrent leurs numéros, leurs adresses, quelques informations pratiques. Il lui proposa, pas tout de suite, mais dans quelques semaines peut-être, de revenir un week-end. Pas pour l'hôtel, juste pour le village, pour le sentier, pour la cheminée, pour voir. Elle lui proposa, en retour, de venir à Lyon un de ces jours. Elle avait beaucoup de petits endroits à lui montrer, qu'on ne trouve pas dans les guides. Ils rirent, tous les deux, de la simplicité de ses phrases, de l'évidence qu'elles recouvraient. Le taxi arriva. Il l'accompagna jusqu'à la portière. Il ne l'embrassa pas, cette fois non plus. Il la prit dans ses bras, doucement,
brièvement, comme on prend quelqu'un qu'on vient de retrouver après longtemps, et non comme on prend quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Bon retour, Léa. À bientôt, Thomas. Elle monta dans le taxi. Le taxi démarra. Elle se retourna une fois, à travers la vitre arrière, pour le voir, debout sur le gravier mouillé, les mains dans les poches de son ciré vert, qui regardait la voiture s'éloigner. Puis, elle se remit droite, ferma les yeux et sourit. Le train partit à 11h05. Léa s'installa près d'une fenêtre. Elle regarda défiler les champs mouillés de Bourgogne, les petits villages aux toits gris, les clochers dans la brume, les vignes alignées comme des partitions. Elle n'écouta pas de musique. Elle ne lut pas. Elle ne répondit pas aux messages qui s'accumulaient sur son téléphone, pour une fois. Elle resta simplement là, à regarder le paysage, avec cette tranquillité nouvelle qu'elle avait senti naître la veille dans le petit salon près du feu. Elle pensait à Thomas. Et elle pensait surtout qu'elle ne savait pas si cette histoire allait devenir une grande histoire ou si elle allait rester une belle soirée de novembre, racontée plus tard à une amie, à voix basse, un soir d'hiver, devant un thé. Elle ne savait pas. Et pour la première fois depuis très longtemps, de ne pas savoir ne lui faisait pas peur. 3 semaines passèrent. Ils s'écrivirent. Pas beaucoup, juste ce qu'il fallait. Des messages courts, toujours envoyés au bon moment. Des photos d'une fenêtre, d'un nuage, d'un livre ouvert. Des choses qu'on s'écrit quand on se connaît déjà, même quand on se connaît à peine. Fin novembre, elle prit un train, un vendredi soir, et retourna à Dijon. Ce soir-là, il ne pleuvait pas, mais il l'attendait à la gare. Elle le vit de loin, sur le quai, un peu en retrait, les mains dans les poches de son grand manteau. Quand elle descendit du train, il la regarda venir vers lui sans bouger, juste en souriant, un sourire plus grand qu'à leur première rencontre, plus vrai, plus libre. Elle posa son sac à ses pieds, et cette fois, il l'embrassa, doucement, comme on embrasse quelqu'un qu'on a attendu plus longtemps qu'on ne le pensait. Je ne vais pas vous raconter toute la suite de leur histoire. Je vous dirai simplement qu'elle fut belle, pas spectaculaire, pas faite de grands voyages, ni de grands drames, ni de grandes déclarations, faite plutôt de dimanches matins tranquilles, de petit thé le soir, de mots gentils laissés sur la table de la cuisine, de marches au bord de la rivière, de silence partagé près du feu. Elle continua à travailler à Lyon. Il continua à tenir l'hôtel à Dijon. Ils firent beaucoup d'allers-retours pendant 1 an, puis 2. Elle finit par demander à sa maison d'édition, au bout de la 3e année, si elle pouvait travailler à distance la moitié du temps. Ils dirent oui. Elle installa ses livres, petit à petit, dans la chambre qui était autrefois celle des grands-parents de Thomas. Elle y mit son bureau, près de la fenêtre qui donnait sur le saule pleureur. Pablo le chat finit par s'habituer aux souris des champs. Ils ne se marièrent pas tout de suite. Ils n'y pensèrent même pas pendant longtemps. Ils vivaient, simplement, comme 2 personnes qui avaient attendu la trentaine bien avancée pour se rencontrer et qui avaient, de ce fait, moins d'illusions sur ce qu'était le bonheur, mais plus de patience pour en fabriquer. Quand ils finirent par le faire, ce fut un après-midi d'automne, à la mairie de Dijon,
sans faste, avec quelques proches. Il ne pleuvait pas ce jour-là, mais il avait plu la veille. Et le pont en pierre, où ils allèrent ensuite, tous les deux, se promener avant le repas, goûtait encore. C'était exactement le même pont. Ils se tinrent la main. Bien des années plus tard, quand on leur demandait comment ils s'étaient rencontrés, ils racontaient toujours cette soirée. Un train annulé, une gare fermée, un taxi, un hôtel à 3 kilomètres du centre, un homme qui chantonnait dans une cuisine, un thé à la verveine, un pain d'épices, une conversation qui avait duré jusqu'à 3 heures du matin. Les gens riaient, souvent. Ils trouvaient cela romanesque. Léa et Thomas se regardaient, et ils savaient, eux, que ce n'était pas romanesque, que c'était simplement ce que c'est, que la plupart des grandes histoires commencent ainsi, par un très petit contretemps qui nous force à nous arrêter, à nous asseoir quelque part, à lever la tête et à voir qui est en face de nous, et que sans la pluie de ce soir-là, cette pluie lente, patiente, régulière, qui était tombée pendant 12 heures sur toute la Bourgogne, rien de leur vie commune n'aurait existé. Ils apprirent, peu à peu, à remercier la pluie. Pas comme une superstition, simplement comme un réflexe tendre. Quand il pleuvait, le matin, l'un des deux ouvrait doucement la fenêtre, écoutait quelques secondes et murmurait, sans y penser vraiment, un petit merci à cette vieille amie qui les avait rassemblés. Et leur fille, plus tard, Jeanne, qui avait grandi avec ce réflexe dans la maison, apprit très jeune, sans qu'on lui explique, que la pluie n'est pas une ennemie. Quel est ce qui arrive quand il faut ralentir? Quel est, parfois, le seul moyen que le monde ait trouvé pour nous faire rater un train et rencontrer une vie? Et maintenant, vous, qui écoutez cette histoire, peut-être dans votre lit, peut-être pendant qu'il pleut vraiment dehors, peut-être pendant qu'il fait très sec et très silencieux, laissez-moi vous dire quelque chose avant que le sommeil ne vienne. Les contretemps que vous subissez en ce moment, les trains que vous avez ratés, les soirées que vous n'aviez pas prévues, les rendez-vous qui n'ont pas eu lieu comme vous l'espériez, peut-être qu'ils ne sont pas des échecs, peut-être qu'ils sont des escales. Peut-être que le monde, doucement, vous pousse à vous asseoir dans un lieu que vous n'aviez pas choisi, pour y rencontrer quelqu'un que vous n'attendiez pas ou pour y rencontrer un bout de vous-même que vous aviez oublié. La pluie, c'est des choses que nous ne savons pas. Elle ralentit les trains, elle referme les villes sur elles-mêmes, elle force les inconnus à partager des auvents, des salons, des théières. Elle fait les présentations que la vie n'a pas eu le temps de faire. Alors ce soir, si vous êtes seul dans votre chambre, si votre journée n'a pas été comme vous vouliez, si un plan a été annulé, si une personne que vous attendiez n'est pas venue, essayez de vous dire en fermant les yeux que peut-être c'était une escale et que quelque part, quelqu'un prépare, sans le savoir, une cuisine dans laquelle il chantonne, un feu qu'il va allumer, un thé qu'il fera infuser pour le moment précis où vous pousserez la porte. Vous n'avez peut-être pas raté votre vie. Vous êtes peut-être simplement en train d'arriver. Dormez maintenant, doucement. Laissez la pluie de cette histoire tomber encore un peu dans votre chambre. Laissez Léa s'endormir sous son édredon blanc.
Laissez Thomas recouvrir le feu d'un dernier tison. Laissez l'horloge du couloir tic-taquer dans le silence de la maison. Il ne reste plus, à l'autel des vieilles pierres, que le parfum du pain d'épices, la tiédeur des tasses vides et le son d'une pluie patiente qui continue de tomber derrière les vitres. Il ne reste, dans votre chambre, que votre souffle, régulier, tranquille, qui accompagne la nuit. Je vous remercie d'avoir écouté Douce Histoire ce soir. Si cette escale vous a accompagné, laissez-moi un petit mot en commentaire. Partagez cette histoire à quelqu'un qui en aurait besoin. Abonnez-vous pour qu'on continue à se retrouver. Que votre sommeil soit doux, que vos rêves soient tendres et que votre nuit soit paisible. Bonne nuit.
Ah